Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au cœur de nos défis. L'invité du jour, c'est un sportif de haut niveau, c'est un enseignant, philosophe. Il est aussi homme d'affaires en France, en Angleterre. Il est aussi un homme politique, Adama Coulibaly, le président de l'APP Burkindi, l'alternative panafricaine, patriotique panafricaine Burkindi, est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour votre invitation. Pour commencer, déjà, on parle de sport. Vous êtes maître, expert en arts martiaux, ceinture noire, 7e dan de taekwondo, instructeur international. Oui. Visiblement, le pied, il vole. Hein? Disons que le taekwondo a cette spécificité d'être appelé par certains depuis longtemps, c'est un peu un barbarisme, le karaté volant. En fait, c'est un art martial où on utilise beaucoup les pieds, enfin les jambes en tout cas, les coups de pied, et qui est très aérien. Mais pas que, parce qu'il y a aussi un côté qui s'appelle Oshinsul, c'est la self-défense pure, ce qui est assez proche du close combat qu'on enseigne depuis longtemps aux forces de défense et de sécurité. Le taekwondo a été utilisé par l'armée coréenne pendant très longtemps, un peu partout. Et bien, bon, donc ça s'enseigne partout et ça peut être très efficace. Et c'est un bon moyen également pour se maintenir en bonne santé. Se maintenir en bonne santé, très important. Vous avez un centre pour cela en fait? Absolument, absolument. Lorsque j'ai été en France, à un moment donné, ma bourse était coupée. Et bien, je pratiquais déjà au pays. Et il s'est trouvé que les clubs étaient beaucoup trop chers. Comment faire? Donc j'ai créé un club en me renseignant. Et donc cette école-là a bien grandi depuis lors. Ça s'appelle le Club Saint-Germain et Paris. Et au sein duquel beaucoup de grands champions ont été formés, dont de très grands champions qui sont montés sur les plus hautes marches des podiums internationaux. Mais surtout, c'est que il y a beaucoup de monde qui est passé par là-bas et qui continue de pratiquer et pour le bien-être, mais également pour les valeurs philosophiques et morales qu'apporte le taekwondo. Justement, derrière, ce sont des valeurs. Oui. De façon globale, comment vous appréciez la politique justement de promotion du sport dans notre pays? Vous l'avez commencé ici. Mais bien sûr. J'étais pas plus tard que ce matin, aujourd'hui en tout cas, avec des représentants de la fédération de taekwondo. J'ai eu le plaisir de rencontrer mon ami aussi, qui est le président de la fédération de karaté. Donc le sport, les Burkinabés pratiquent beaucoup de sport. Moi-même, j'en ai bénéficié quand j'étais enfant, comme tous les jeunes que j'observe aujourd'hui encore dans la rue, qui jouent au foot, qui apprennent le foot comme ça. Ils ont un ballon, ils courent. Et tous ces gymnastes à bobo qui font des flip-flops sans arrêt. Moi, j'ai commencé au Patro Saint-Vincent-de-Paul, où j'ai été entraîneur. J'ai appris la gymnastique acrobatique là-bas. Par la suite, quand j'étais au lycée, j'ai été entraîneur du club de gymnastique acrobatique du Patro Saint-Vincent-de-Paul. Donc, le sport, c'est les Burkinabés qui aiment bouger, enfin, qui aiment le sport. Maintenant, en ce qui concerne la promotion du sport, je pense très sincèrement que nous aurions pu faire beaucoup plus que ce que nous avons jusque-là en termes de promotion et de sport de masse. Il y a eu la période Thomas Sankara avec le sport de masse et qui malheureusement a été stoppé avec la fin du CNR, l'assassinat du président Thomas Sankara. Et ça revient un tout petit peu, je vois ça, mais je crois qu'on est loin du compte de ce qui devrait se faire. Parce que je crois et je suis convaincu que le sport, la promotion du sport, le sport santé, permettrait de réduire considérablement les frais de santé. C'est une question même de santé publique. En ce qui concerne maintenant le sport, et c'est de cette pépinière, de cette masse de sportifs, notamment chez les jeunes, parce que les moins jeunes aussi doivent faire du sport. Chez les jeunes, c'est cette masse, toutes disciplines confondues, qui constituerait la pépinière au sein de laquelle nous pourrions retirer l'élite qui nous ramènerait des médailles, à l'image de nos deux grands champions, les champions du monde, et puis le champion, et puis le... Avec le saut, Fabrice Zango, par exemple. Bien sûr. Oh, je reste persuadé, moi j'ai formé des gens qui ont il y en a un qui a eu la médaille d'or à un tournoi pré-olympique. Il y en a un qui a été vainqueur de la Coupe du Monde, qui a été vice-champion du monde également. Beaucoup de champions nationaux ou des podiums internationaux. Mais ça, ce ne sont pas
que des Burkinabés. Et ce ne sont pas des gens... Donc là-dessus, je reste persuadé que ce que les autres Africains font, comme en Côte d'Ivoire avec les taekwondo que je connais bien, eh bien, ils ont eu une médaille olympique. Et au Mali, un champion du monde, un titre de champion du monde. Au Gabon, titre de champion olympique, ainsi de suite. Eh bien, nous, au Burkina, nous avons un véritable potentiel, pas seulement dans le taekwondo, dans toutes les disciplines. Et je vois comment les gens s'entraînent autour. Aux Jeux olympiques, les arts martiaux ont été représentés, mais malheureusement... Bien sûr, bien sûr. En plus, ce sont des disciplines comme taekwondo à fort potentiel de médailles, même si c'est élimination directe. Et les Africains, quand ils s'entraînent, quand ils sont bien encadrés, eh bien, ça marche bien. Bon, on ne peut pas parler du sport sans parler du football, qui est le sport roi. Eh bien, chez nous également, vous voyez ces jeunes qui ont performé, même si nous avons été déçus à la fin à la CAN. Mais c'est pour dire que les Burkinabés, eh bien, ont la tête sur les épaules, malgré le contexte difficile dans lequel on se trouve. C'est important d'investir dans le sport parce que vous avez fait de l'intelligence économique. Vous savez, bien sûr. Mais bien sûr. C'est toute une industrie. Hein. Bien entendu. Au-delà d'être un outil de diplomatie, la question de santé aussi, mais c'est aussi un outil économique. Absolument. Bien sûr. Moi, j'ai parlé de santé publique parce que là, je noue avec l'état de notre système de santé. J'ai parlé de ça avant. Mais effectivement, avec l'état aussi de l'économie dans notre pays, notamment au niveau social. Tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi ou qui ont des emplois précaires, eh bien, le sport organisé comme il faut devient un vecteur d'emploi. Et ça, c'est très important, un vecteur d'emploi, mais également un vecteur de performance. À partir du moment où les gens qui pratiquent le sport et qui sont beaucoup mieux dans leur peau, dans le corps et dans l'esprit, eh bien, sont beaucoup plus efficaces. D'abord dans les relations sociales, mais également ils sont beaucoup plus productifs. Donc je pense que c'est un ensemble. Et le sport, justement, ne doit jamais être négligé dans une société qui se respecte et qui veut aller loin. Malheureusement, dans les budgets, on constate que le sport, la culture, se trouve toujours au bas de l'échelle. Absolument. Absolument. Bon. Alors, il n'y a pas que votre pied qui vole, hein, c'est aussi au niveau intellect. Comme je l'ai dit, vous êtes philosophe. La place de la philosophie dans le processus de refondation du Burkina aujourd'hui. On en parle, hein, le rôle de l'intellectuel, justement, dans cette quête d'un Burkina nouveau. Les intellectuels burkinabés, dans intellectuel, je ne mets pas seulement les lettrés, mais ceux qui, par le passé et aujourd'hui encore, sont peut-être dans l'ombre, mais réfléchissent beaucoup, maîtrisent nos traditions, savent bien que dans nos traditions, il y a beaucoup d'intellect, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de morale, il y a beaucoup de dignité, il y a beaucoup d'éthique. Donc ces intellectuels-là sont appelés aujourd'hui à la rescousse. Mais ceux d'entre nous qui avons été à l'école moderne, qui avons appris la philosophie, qui avons appris d'autres disciplines, scientifiques ou pas, il y a très peu de scientifiques, ça c'est un peu dommage, eh bien nous sommes appelés aujourd'hui à faire notre introspection pour essayer de faire la part des choses entre ce que nous sommes en réalité, ce que nous devons retrouver fondamentalement comme étant notre propre identité, avec ce que nous avons appris, ce qui nous a été collé en termes de culture, en termes de savoir et de savoir-faire aussi, pour que tout cela puisse rentrer en cohérence et être à même de servir notre pays qui est aujourd'hui en guerre. Je veux dire qu'un intellectuel aujourd'hui, surtout un philosophe, au-delà des théories apprises dans les livres, doit se rendre compte que ces théories-là sont dans la pratique, dans nos traditions. Voilà pourquoi nous, au niveau de l'APP Burkindi, lorsque nous avons décidé de créer un parti, le 2 juin 2018, nous nous sommes dit que nous n'allons pas commencer à citer, nous jeter dans les bras des théories qui ont été faites dans des contextes différents de ce que nous vivons aujourd'hui, qui sont tout à fait valables, qui parfois ont fait leurs preuves de manière parfois catastrophique, de manière parfois un peu plus heureuse. Et au lieu de faire ça, nous devions réfléchir, puisque certains d'entre nous, pour la plupart, avaient déjà fait un parcours de militants. Depuis notre plus jeune âge, d'ailleurs. Hein. Oui, on y reviendra voilà. tout à l'heure. Eh bien, nous nous sommes dit que nous devons partir de ça comme un existant, puisque nous avions pratiqué cela. Mais également, nous dire pourquoi, depuis tant d'années, dans nos pays, en Afrique, notamment francophone, et pas que, il se trouve que nous restons complètement arriérés, et les plus arriérés, c'est nous-mêmes, puisque nous n'arrivons pas
à comprendre nos sociétés, au-delà des théories qui nous ont été enseignées à l'université et ailleurs. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer une théorie politique et philosophique appuyée sur nos traditions et sur l'histoire de la gauche. Pourquoi la gauche? Et les théories de gauche et l'histoire de la gauche. Pourquoi la gauche? Parce que, historiquement, la gauche a été celle, la théorie et les théoriciens qui ont été les plus à même de défendre la cause du faible et la cause des masses qui étaient les plus faibles en général. Et dans nos pays qui sont économiquement très faibles avec un gros potentiel, eh bien, il y a une classe prédatrice en général qui piétine les droits des plus nombreux. Donc, nous nous sommes situés, du point de vue de la gauche, de ce côté-là, justice sociale, par exemple, ça c'est très important. Mais nous avons compris aussi que tout cela était contenu déjà dans nos traditions. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs d'intégrité, quand on parle de Burkindi, quand on parle de Oroya. Et tout cela est contenu dans toutes nos langues. Par contre, corruption, on ne va pas trouver là-dedans. Pourtant, la corruption est une réalité. Donc, nous sommes arrivés à donc créer quelque chose qui s'appelle l'Awal Burkindi, le chemin de la dignité. Il s'agit d'un cheminement, d'une sorte de retour vers les valeurs essentielles pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et pouvoir déterminer là où nous devons aller. L'Awal, ça vient de Fulfulde, ça veut dire le chemin. Burkindi, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, et notre pratique de tous les jours, c'est-à-dire le comportement éthique. L'éthique, c'est un comportement. Le comportement éthique de chaque militant, de chaque sympathisant, de chaque Burkinabé, que nous soyons, c'est le Rongoya. Le Fulfulde, le Moré, le Djoula, ce sont ces trois principales langues, ces trois langues parmi les principales du Burkina, qui ont permis de créer, de donner un nouveau nom à la Haute-Volta, comme acte posé pour la dignité retrouvée, qui a été bafouée depuis lors, c'est-à-dire Burkina, donc il vient de Burkindi, donc, et Faso, patrie, Djoula, Burkinabé. Nous sommes partis de là en nous disant que nos populations vont mieux comprendre cela. Donc voilà la philosophie pratique. La philosophie pratique. Et là, à l'APP Burkindi, vous l'expérimentez, c'est bien. Je dis cela parce que justement, on a pendant longtemps eu l'impression que je vais parler surtout de nos universitaires, parfois ce sont des récitations de théories comme apprises dans les universités françaises, américaines, etc., sans forcément contextualiser, alors que le pays a besoin justement qu'on produise de la réflexion adaptée à nos contextes. C'est une vision endogène, comme le professeur Joseph Kizerbo l'a longtemps prôné. Vous êtes dans cette approche des choses. Mais justement, par rapport à la politique d'emploi aujourd'hui, pour certains experts, ils pensent que les sciences humaines, sociales, aujourd'hui, n'ont plus leur place dans nos universités. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est un raccourci. C'est un raccourci. Certes, nous avons pendant longtemps, pour pouvoir utiliser des bourses, décidé d'envoyer nos étudiants dans les disciplines littéraires. Mais en réalité, c'était certainement, tout cela était dicté par la facilité, la paresse intellectuelle de nos dirigeants et de nos penseurs, entre griffes, et également aussi une volonté affichée de ceux qui ont tenu à nous maintenir encore sous coupe. Ceci étant dit, toutes les disciplines sont importantes dans toutes les sociétés. Une société, on considérerait que, comme l'avait fait le CMRPN de Cézerbo, en disant que ça ne sert à rien la philosophie, ça forme que des contestataires. Eh bien, oui, bien sûr, rappelez-vous, c'était le cas. Il a fallu l'arrivée de Thomas Sankara et de ses compagnons pour remettre en selle la philosophie dans les universités. Moi, j'avais commencé ma première année en sociologie parce qu'il n'y avait plus de philosophie. Et quand les Thomas Sankara et ses compagnons ont remis en place la philosophie, donc j'ai viré en philosophie. Donc, voilà, une société qui mettrait les pieds et qui mettrait une discipline au-dessus d'une autre, eh bien, elle se tromperait vraiment gravement. Par contre, une société qui négligerait la science, comme ça a été le cas pour nous, hypothèque aussi son avenir. D'autant plus que, j'insiste sur cela, les Africains aiment la science, connaissent la science, maîtrisent la science, pratiquent la science. Pas au sens où elle s'est développée ces dernières années. Et encore, nous avons beaucoup de scientifiques, beaucoup de laboratoires en Afrique
qui manquent souvent de moyens. Nous avons beaucoup d'Africains qui ont apporté la preuve, dans le cadre des inventions, de toutes les inventions d'ailleurs, quasiment, que l'Africain est véritablement celui-là, en Égypte ancienne, lorsqu'il était encore là-bas, a pu avoir accès à la réflexion scientifique et de manière pratique à construire son environnement autour des connaissances scientifiques. Puisque ces inventions-là, quand on regarde bien, que ce soit les brevets de l'informatique, puisque c'est la dernière grande révolution, eh bien, la plupart des brevets, c'est des Africains qui les ont. Enfin, des Noirs en tout cas, puisque les Noirs, c'est les descendants de l'Afrique. Donc, l'Afrique a des connaissances empiriques, mais également un savoir réel. Donc, il faut qu'il y ait une sorte d'articulation entre la science moderne, telle qu'elle est enseignée dans les universités, dans les écoles supérieures, et également nos connaissances endogènes, qui sont aussi des connaissances qui ne sont pas forcément accessibles à une certaine, comment dirais-je, dictature de la pensée scientifique, et qui considèrent que c'est du folklore, ainsi de suite. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a un vrai travail à faire. Et ça demande du leadership, de la volonté politique. Bien sûr, de la volonté politique. On a vu, dans le cas de la crise sanitaire, avec la COVID-19, comment les solutions endogènes ont été complètement mises de côté. Mais bien sûr. Pourtant, pour prendre cet exemple, pourquoi l'apocalypse prévue pour l'Afrique ne s'est-elle pas produite? Eh bien, sur la question justement du COVID-19, c'est que les Africains s'en sortent plutôt bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vaccin pour nous. Malgré tout, j'ai assisté à une conférence justement animée par un Africain sur ce sujet. Malgré tout, il y a eu très peu d'infections par rapport à d'autres pays. Là où il y a des infections, il y a eu beaucoup plus de guérisons que par ailleurs. Et les Africains, n'ayant pas accès aux médicaments, aux traitements proposés en Europe, se sont débrouillés avec les traitements. Eh bien, ça a fonctionné. Parce que les Africains, et ce pharmacien nous a expliqué qu'ils considèrent que les Africains ont consommé beaucoup de tisanes, beaucoup de médications traditionnelles. Et ils vivent aussi de manière simple et beaucoup plus, hygiénique, à partir du moment où ils mangent ce qu'ils préparent sur le champ. Ce qui fait que c'est beaucoup plus sain. Donc il y a beaucoup de critères qui expliquent que l'Afrique s'en sort. Ce n'est pas seulement les critères de la jeunesse qui est aussi important, les critères aussi de la présence du soleil. Mais il y a beaucoup, c'est que l'Africain a en ressources beaucoup de possibilités pour la santé également. Donc pour en revenir à la question de la science, il faut que dans nos universités, dans nos écoles, il y ait davantage d'enseignement scientifique, d'enseignement pratique et professionnel, parce que nous avons besoin de cela. Lorsque la Corée est sortie de la guerre et qu'elle a été divisée en deux, la Corée du Sud a mis l'accent beaucoup, au départ, sur les formations intermédiaires, pratiques, professionnalisantes. Et ce qui a permis, également aussi sur la formation scientifique, eh bien, ça a permis à la Corée d'être là où elle est aujourd'hui, très loin, alors qu'elle était pratiquement au même niveau que les pays africains au lendemain des indépendances. C'est une question de volonté politique et de vision claire. Voilà. Révolutionnaire. Absolument. Surtout, voilà. Absolument. La politique, on en parle justement. Pour parler de l'APP Bourguindi et de ses militants, on avait dit que vous êtes des rouges, des anciens militants du PCRV. Finalement, vous avez décidé de sortir de l'ombre, c'est ça? Évidemment, nous n'avions jamais été dans l'obscurité. Nous sommes des militants et la plupart d'entre nous étaient connus. Et sont sur, en tout cas, le plan de la lutte, depuis le plus jeune âge. Et moi-même, j'étais exclu du lycée à l'époque. J'étais délégué général. Je n'ai pas été exclu parce que j'avais volé, parce que nous avions mené des activités. Avec nos camarades à l'époque, organisé une grande grève sous le CMRPN qui a été mal vécu. Et quand on a voulu interdire nos activités, eh bien, j'ai été voir le proviseur, je me souviens, je ne vais pas dire son nom ici, mais pour lui dire, vous ne pouvez pas empêcher les franchises scolaires. Nous sommes libres de pouvoir nous organiser. C'est de notre droit. Eh bien, nous avons été exclus pour ça, en fait. Je n'étais pas seul, nous étions trois. Bon, je veux dire que nous n'avons jamais cédé aux sirènes de la démobilisation, de
de la corruption, nous nous sommes dit que nous sommes engagés, nous sommes des patriotes pour que ce pays s'en sorte. Et effectivement, moi je fais partie de ceux qui ont considéré que les théories révolutionnaires étaient du côté des peuples. Et que par contre, ces théories révolutionnaires doivent pouvoir être adaptées à chaque contexte. Et que sans vision claire, on va à l'échec. On va faire massacrer les gens pour rien. Mais par contre, avec ou sans vision claire, il faut des sacrifices. Et nous sommes prêts aux sacrifices. Ça a été notre leitmotiv pendant toutes ces années de lutte. Et certains, à un moment donné, on pensait que ça ne servait à rien, pensez à vous. Mais si une majorité des gens ne pensent qu'à eux-mêmes, que va devenir le pays? Que va devenir l'Afrique? Il faut que les Africains acceptent, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de nos aînés sont tombés. Ou beaucoup de notre génération aussi. Dans cette lutte-là. Il y en a eu pendant la colonisation déjà, nos parents qui ont résisté aux colons. Mais depuis les indépendances aussi, il y a eu beaucoup de luttes. Et nous revendiquons comme les héritiers de ces luttes-là. Et nous avons pris les flambeaux à un moment donné avec d'autres, et nous continuons. Vous avez été militant du Parti communiste révolutionnaire voltaïque? Eh bien, le Parti communiste révolutionnaire voltaïque est un parti clandestin jusqu'à aujourd'hui, je crois. Je pense que le moment viendra, peut-être que les archives, vous verrez bien sûr mon nom là-dedans ou pas. Alors, dans tous les cas de figure, ce parti a contribué à former beaucoup de gens, et des gens comme nous, puisque ce parti-là... Qu'est-ce que vous pensez de cette forme, justement, d'engagement? Rester discret, dans l'ombre, sans visage. Vous avez décidé publiquement de vous engager, d'assumer. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, si je prends l'exemple du Parti communiste du Bénin, et depuis plusieurs années, ils sont sortis de l'ombre. Maintenant, certains ont peur peut-être de la répression, parce qu'il y a des gens qui sont des anticommunistes primaires, hein, parfois très violents. Maintenant, il y en a qui n'étaient pas affichés communistes, qui ne l'étaient peut-être même pas, qui se sont fait massacrer aussi. Hein. Donc là-dessus, il vaut mieux, à mon sens, combattre avec les masses qui sont dans la rue, comme aujourd'hui on constate que nos populations se font massacrer, hein, un peu partout par les djihadistes, là, par les terroristes. Je ne sais pas si c'est véritablement des djihadistes ou pas. Donc je crois qu'il faut savoir assumer sa révolte. Assumer sa révolte et aller sur les fronts, sur les remparts, quitte à tomber pour l'exemple, pour l'honneur. Vous avez choisi de le faire avec l'APP Burkindi. Vous résidez en France et vous êtes président de parti politique au Burkina. Ça fait bizarre, non? Vous êtes loin du peuple, non? Et de ses préoccupations. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'il suffit d'être président au Burkina pour être un vrai patriote? Le président Kaboré, le président Compaoré, qui ont été tous les deux chassés, l'un par une insurrection populaire, l'autre par un coup d'État suite à un mécontentement populaire généralisé. Ils étaient au Burkina, ont-ils eu des comportements patriotiques? Ils avaient des gouvernements pléthoriques, l'Assemblée nationale pléthorique. Ils ont mobilisé, ils ont rempli des salles, des foules immenses. C'est ça le patriotisme? Non, je ne crois pas. Et le patriotisme, l'Afrique regorge d'un potentiel immense. C'est les afro-descendants, c'est la diaspora. Les Burkinabés, par excellence, est un voyageur dans l'âme. Combien de Burkinabés sont en Côte d'Ivoire, par exemple? Ils sont partout en Afrique. Combien de Burkinabés sont ailleurs? Et ces Burkinabés se sentent pleinement Burkinabés. À moins que vous me dites, et dès lors qu'on vit à l'étranger, on n'est plus totalement Burkinabé. Et parfois, je dirais même souvent plus patriote quand absolument, on est à l'extérieur. Absolument, nous sommes d'accord. Mais il faut voilà être aussi pourquoi, proche des réalités du peuple. Mais bien sûr, être proche des réalités du peuple, cela veut dire quoi? Cela veut dire vivre avec le peuple, certes. Mais vivre avec le peuple, ce n'est pas tous les jours aller s'asseoir dans les maquis ou alors aller faire du populisme un peu partout. Vivre avec le peuple, c'est être en phase avec le peuple de façon régulière et constante. C'est être en mesure, là où on se trouve, quel que soit son métier, quel que soit son rôle sociétal, être en mesure de se comporter comme un ambassadeur de ce peuple et d'être en mesure de se comporter comme un défenseur des droits de ce peuple, quels que soient les gens
de ce peuple, que ce soit la paysannerie, que ce soit le monde ouvrier, la classe ouvrière, que ce soit les intellectuels, que ce soit le secteur informel, eh bien, il faut être en mesure de comprendre ce qui se passe, être régulièrement informé, et être organisé aussi dans les structures qui défendent les intérêts de ce peuple. Et nous avons toujours été dans les structures qui défendent les intérêts du pays. Nous avons créé en France, moi j'étais aussi un des responsables de l'UGEB, et par la suite responsable aussi de toutes les associations, la plupart, pas toutes, la plupart des associations que nous avons créées, par exemple le collectif contre la confiscation de la démocratie au moment de l'insurrection, et également le mouvement burkinabé des droits de l'homme et d'autres organisations du genre. Alors, août 2020, congrès d'investiture du candidat de l'APP Burkinabé à la présidentielle donc, de novembre 2020. Vous avez été investi comme candidat de votre parti, une candidature rejetée par la suite pour défaut de caution de 25 millions de francs CFA. Il y aurait une histoire de chèque en euros. En vérité, est-ce que vous étiez vraiment au sérieux? Est-ce que vous avez eu véritablement envie de participer à cette élection présidentielle? Mais bien entendu. Alors, je dois vous dire que, et je ne vous apprends rien, nous avons affaire à une bande vraiment de loustiques qui ont confisqué le pouvoir dans notre pays et qui utilisent cette pseudo-démocratie comme un outil de confiscation et de conservation du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que le jour où il y a eu la session de validation des candidatures, mon représentant, mon mandataire avait en main le reçu du Trésor public de 25 millions payés par chèque des banques. Effectivement, il y a eu un souci entre une histoire de chèque en euros, mais qui a été réglé entre-temps. Et le président de la CENI était prévenu. Le chèque, on l'avait en main. Mais même le représentant du candidat Roch, le mandataire du candidat Roch qui était à la réunion, s'est insurgé contre cette décision du président de la CENI. En disant, mais non, le dossier est complet, le dossier du candidat Koulibaly est complet, pourquoi on ne le prendrait pas? Et mon mandataire m'a appelé, il m'a fait appeler pour me demander, mais y a-t-il un problème entre vous et puis entre toi et puis le président de la CENI? Parce que, bon, on a l'impression qu'il y a un problème personnel. Il n'y avait pas de problème personnel. Et je dois vous dire que, pour nous, à l'APP Burkindi, c'est une grosse injustice. On a voulu nous écarter, et il y a eu un prétexte. Nous avons prêté les flancs, eh bien, ils ont saisi ça. Sinon, nous avons fait un recours auprès du Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent. Et je tiens à insister un tout petit peu sur ce volet-là. En janvier 2020, l'Assemblée nationale du MPP a fait une modification du code électoral. Cette modification donnait les pleins pouvoirs à la CENI pour valider les candidatures. Par contre, il n'y a pas de mécanisme qui permet au Conseil constitutionnel de revenir sur ces décisions. Le Conseil constitutionnel ne peut revenir sur la décision et ne peut examiner les demandes, les recours, que si ces recours concernent uniquement l'exclusion d'autres candidats. Si on demande, c'est-à-dire clairement, si on demande un citoyen introduit un recours pour demander l'exclusion d'un candidat, le Conseil constitutionnel va statuer. Mais si on demande la réintégration d'un candidat qui s'estime lésé, eh bien le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. C'est quoi cette République? Et c'est contraire à l'esprit de liberté induite par la lettre de la Constitution. Le recours suppose que si vous gagnez, si vous avez raison, vous réintègrez. Mais bien sûr, mais là, le Conseil constitutionnel n'examine même pas. C'est-à-dire que le président de la CENI a les pleins pouvoirs pour écarter qui il veut. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, c'était notre première expérience. Il n'avait aucun intérêt, le président de la CENI. Ce n'est pas une question. Moi, je ne veux pas savoir ses intentions. S'il avait intérêt ou pas, le fait est que la candidature a été rejetée. Et qu'il y avait des témoins qui ont bien vu ce qui s'est passé. D'accord. L'échec à ces élections de 2020, comment vous l'expliquez? L'APP Burkindi, peut-être, n'avait pas une offre alternative crédible, convaincante? Sérieusement, croyez-vous que ces élections étaient démocratiques? N'ont pas été? Pas du tout. Si on estime que la démocratie, c'est la transparence, c'est le respect des règles, de la loi,
alors qu'on a une loi sur les délits d'apparence. Eh bien, ces gens ont crevé tous les plafonds possibles. Délit d'apparence, ça ne se limite pas seulement à une grosse voiture, à une grosse maison, mais également aux élections, quand on dépense, on remplit des stades. Il n'y a pas non plus un texte pour le plafonnement. Pour le plafond, oui, bien entendu. Moi, je veux bien. Mais tous ces gens qui sont des politiques, sont-ils des hommes d'affaires qui ont fait des affaires dans notre pays avec tout l'argent qu'on a pu, avec des fortunes? Rappelez-vous que des hommes politiques dans ce pays-là ont fêté des milliards. Et donc, quand on fait ça, quand dans certains bureaux de vote, on se retrouve, des bureaux de vote limités à 1500 personnes, on se retrouve avec des résultats où il y a 15 000 voix pour le président. Vous trouvez que c'est normal ça? Et quand dans des bureaux, on se retrouve avec des urnes dans des endroits pour lesquels ce n'était pas prévu, ou là où ça devait ouvrir, on n'ouvre pas. Et même à Ouaga, des bureaux qui ouvrent à 16 heures. Et quand on voit cette débauche, les achats également de cartes électorales, et on laisse passer tout ça. Et qu'à la fin, au moment de la proclamation des résultats, on voit que l'opposition dit se réunir au CEFOP pour dire que c'est un déni de démocratie. Nous allons porter plainte. Nous allons faire un recours contre les élections, contre les résultats. Et que quelque temps après, une grande partie de cette même opposition se retrouve, félicite les présidents, et mieux que ça, et se retrouve dans l'Alliance pour la majorité présidentielle. Eh bien, ça salit l'image de la politique dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a comme une association de malfaiteurs. Et en ce moment-là, nous, qui ne nous faisions pas d'illusions du tout sur le système électoraliste en zone francophone, où tout est vicié, nous sommes en plein néocolonialisme, depuis ces prétendues indépendances, où le système est verrouillé. Quand ça plaît, et quand on arrive à capter les élections, on laisse passer pour les gens qu'on veut, qu'on aime. Et quand ça ne va pas, on fait des coups d'État. Et quand ceux qui sont derrière le coup d'État ne plaisent pas, eh bien, comme ça se passe au Mali, là, on va critiquer, on va dénoncer, on va manipuler des organisations sous-régionales pour pour mettre la pression. Alors, en ce qui concerne les élections de 2020, eh bien, c'est honteux ce qu'il s'est passé. Mais ça aussi, ce sont les limites de notre démocratie. La question aujourd'hui, c'est comment on perfectionne tout ça? Eh bien, il faut nettoyer les écuries d'Augias. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de dire que tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde est conscient de ce qui ne va pas, y compris des gens qui eux-mêmes sont là-bas, parce qu'ils le savent. J'espère qu'eux-mêmes comprennent aujourd'hui qu'avec l'échec et avec la catastrophe dans laquelle ils nous ont plongés, avec ces 6 années passées, parce que c'est les mêmes acteurs, il faut le rappeler, qui étaient là depuis 25 ans. Enfin, depuis une quarantaine d'années maintenant. Ça veut dire qu'ils ont fait 25 ans avec Blaise Compaoré. Et après la pause de 2 ans, ils sont revenus. Et depuis 6 ans, c'est eux qui sont là. Eh bien, j'espère qu'ils feront leur examen de conscience et que, par une extraordinaire catharsis, ils vont comprendre qu'ils doivent des comptes à ce peuple-là. Si on ne leur demande pas des comptes. Pour nous, il faudrait leur demander des comptes. Et qu'ils vont arrêter... Une chasse aux sorcières? Non, pas du tout. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord d'examen de conscience. Parce que quand on parle de chasse aux sorcières, lorsque les Français eux-mêmes, après que Vichy, le gouvernement Vichy, ait pactisé avec l'occupant allemand, lorsque ils ont gagné la guerre, qu'ont-ils fait? Est-ce qu'on a parlé de chasse aux sorcières? Est-ce que la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui mérite que l'on passe l'éponge comme s'il ne s'était jamais rien passé et qu'on continue comme si on n'avait pas de conscience, comme si on n'avait pas de fierté, comme si on n'avait pas de dignité? Est-ce qu'on ne doit pas clarifier les choses? À la réconciliation nationale. Quand on parle de réconciliation nationale, ça ne veut pas dire impunité, parce qu'on va retomber dans quelque chose de beaucoup plus grave que ce qu'on a vécu. Il faut situer les responsabilités, il faut que la justice passe. Nous sommes pour qu'il y ait un tribunal exceptionnel, rapide, doté de moyens conséquents pour régler ces questions. Parce que le fait de piller... Vous voulez qu'on sorte de l'état de droit? Non, pas du tout. Quand je parle du tribunal, c'est le peuple qui décide quand même, le peuple est légitime, le peuple est souverain. Donc, de toute façon, sommes-nous en état de droit avec des gens
qui captent l'état de droit pour faire n'importe quoi avec, qui empêchent les populations de vivre, qui décident que la santé est gratuite pour la femme et l'enfant jusqu'à 5 ans, alors que ce n'est pas vrai en réalité. Quand on va aller discuter avec, vous êtes journaliste, allez discuter avec les femmes dans les quartiers, dans les villes. Effectivement, il y a quelques médicaments qui sont accessibles. Certains vous diront oui, mais là, honnêtement, moi j'étais au village il n'y a pas longtemps, j'ai vu ce que c'était, j'ai discuté avec pas mal de gens. Donc là-dessus, ils font ça, ils font un peu de populisme. Mais lorsque l'observateur Palga dit clairement que des ministres, en tout cas des proches, des responsables de ce pays, achètent à tour de bras des biens immobiliers, des appartements, des maisons à l'étranger, et que, à un point tel que le président Macky Sall du Sénégal demande à son homologue burkinabé, président Roch Kaboré, de demander à ce Zouaï d'être beaucoup plus discret. Vous trouvez ça normal? Et quand c'est comme ça, mais c'est l'impunité. Et si jamais on ne fait rien, mais ça serait absolument honteux. On parlait des philosophies tout à l'heure. La philosophie, c'est quoi justement? Quand on est dans une telle situation, à quoi doit servir la philosophie aussi? À quoi doit servir l'intégrité dont on parle? Quelqu'un qui n'est pas intègre. Dans nos sociétés traditionnelles, lorsque le chef lui-même, il ne respecte pas la règle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les anciens, les sages savent, il est éliminé. Et pourquoi nous qui sommes des descendants de ces civilisations qui ont enseigné le reste du monde, pourquoi nous laissons faire? Lorsque, en France, aux États-Unis, un président, un chef d'État, en Corée, prenons cet exemple aussi, aux États-Unis, le président fait n'importe quoi, il est pris, il y a des enquêtes, s'il est pris la main dans le sac, eh bien, il est destitué. En Corée, la présidente, qui était en prison, qui vient d'être plus ou moins relaxée, on a réduit sa peine, elle est la fille du premier président de Corée qui a été visionnaire, qui a été strict. Eh bien, elle a été accusée de favoritisme. Eh bien, elle a été en prison. Pourquoi chez nous, des gens qui ont volé à tour de bras, on parle de réconciliation nationale. C'est-à-dire, on nous appelle à la complicité d'attentats à la sûreté de la nation. Et tous ces morts-là, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il faut pouvoir être fier d'être burkinabé, c'est-à-dire être fier, être capable, courageux pour assumer notre passé, nos actes. Et les actes que le peuple doit poser aujourd'hui et que les MPSR devraient pouvoir amorcer, c'est de faire la lumière pour que ceux qui ont entraîné cette situation puissent répondre de leurs actes, pour qu'on ne retombe pas dans le même travers. D'accord. Le MPS, justement, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, vous pensez quoi de ces premiers pas? Est-ce que c'est rassurant? Sur le discours, c'est rassurant. Sur le discours, c'est rassurant à partir du moment où nous, lorsque nous avons écouté le premier discours officiel du président Damiba, nous avions l'impression qu'il a peut-être eu l'occasion de lire notre manifeste. Oui. De l'APP Burkindi. De l'APP Burkindi. Parce que justement, nous sommes partis du constat de la trahison, je l'ai dit tantôt, des idéaux de l'insurrection et de la résistance au coup d'État de 2015. Et comme j'ai dit, nous nous sentons les héritiers des grandes luttes de notre peuple que nous souhaitons perpétuer, même quand on sera au pouvoir. Et bien, quand il parle de restauration de l'intégrité territoriale, pour nous, ça va au-delà de l'intégrité du territoire. Et quand il parle de refondation, et quand il parle au moment de sa prestation de serment, de retour à nos valeurs, c'est exactement ce que nous avons écrit, nous. Donc, sur le plan du discours, oui, nous sommes satisfaits. Par contre, nous avons quelques inquiétudes. Lorsqu'il a convoqué la classe politique, pour leur dire, c'est les politiques qui sont responsables du chaos dans lequel nous sommes. Ça, c'est la vérité, non? La vérité est que ceux qui gèrent ce pays, c'est les politiques, c'est l'administration publique, mais c'est également pour ce qui concerne l'armée, quand on regarde les drames d'Inata. Mais c'est les officiers supérieurs aussi. Les drames d'Inata seraient-ils survenus si toutefois il n'y avait pas aussi des dysfonctionnements, peut-être même des complicités nocives au sein de l'armée? La politique, elle est transversale. On a bien politisé sûr. Voilà. toutes ces entités. Je suis d'accord. Mais quand on dit
politique. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, ce serait une grave erreur. Tout le monde dans le même sac. C'est comme lorsqu'il y a eu Tawalbougou, les drames de Tawalbougou et quelques autres drames, où certains qui ont des armes et qui devraient être défenseurs, des armes payées par le peuple pour protéger le peuple et qu'on massacre des gens du peuple. Est-ce que pour cela, pour autant, on va accuser toute l'armée et salir toute l'armée? Non. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette classe politique véreuse, dans cette classe politique prédatrice. Nous avons décidé de rentrer en politique justement pour les contrer. Vous ne vous sentez pas comptable en tant que parti politique? Pas du tout. Pas du tout. Aucunement. Nous avons toujours refusé, au contraire, nous avons eu le courage de rentrer dans l'arène pour les dénoncer, ce qui n'était pas le cas de certains qui étaient tapis dans l'ombre. Qu'est-ce que vous pensez alors de cette idée qui serait que le MPSR devrait conduire cette transition en mettant les partis politiques sur le banc de touche? Le problème, ce n'est pas les partis politiques, j'insiste là-dessus. Dans tous les partis politiques, il n'y a pas que des vendus, il n'y a pas que des gens qui sont intéressés seulement par le ventre. Nous sommes des patriotes. Si les MPSR dans ce discours parlent des patriotes, et eux-mêmes ont dit qu'ils allaient chercher les gens dans toutes les couches de la population. J'espère qu'en disant ça, ce n'est pas pour adouber et mettre un couvercle sur tous les crimes passés au nom d'une prétendue réconciliation, sans faire le point, sans faire le bilan, sans faire la justice, sans rendre justice. Donc, les politiques étant responsables, et je vous rappelle que les MPSR exercent aujourd'hui la direction du peuple et dirige l'État. Et que ce rôle de direction de l'État est un rôle éminemment politique. Diriger la République de Platon. Mais avant Platon, nous en avions parlé. Et lorsque la charte du Mandé s'est réunie, eh bien, c'est cela aussi qui a été dit là-bas. Donc, c'est la responsabilité de l'État. Quand elle doit être transversale, elle doit permettre d'organiser l'ensemble de la société. Donc, c'est un rôle éminemment politique. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait de la politique. On est politique, puisqu'on gère l'État, mais on ne veut pas les politiques. Donc, on va prendre des gens qui sont des techniciens. On l'a vu au Mali, lorsqu'on a pris à l'époque un spécialiste qui était un scientifique reconnu. Oui, bien sûr. Oui, ça n'a pas pour autant fonctionné. Donc ce n'est pas parce qu'on prend des techniciens, parce que les techniciens, les spécialistes, partout, d'abord l'épée a été au service, donc la force armée, bon, chaque politique, chaque société a besoin de son armée pour se protéger. Mais également a besoin des scientifiques, de ceux qui pensent, de ceux qui savent parler, pour aussi permettre à la société de comprendre et puis aussi d'avancer par la science, et la science et les techniques. Mais c'est la politique qui donne la vision et la direction pour que les scientifiques puissent réfléchir et dire voilà ce que nous pouvons faire pour la vision que vous voulez, pour l'objectif que vous voulez atteindre. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Si on veut réinventer la roue, eh bien, je ne sais pas si cette roue sera tout à fait ronde. D'accord. Parlons de réinventer la roue, puisque c'est ce qui est recherché aujourd'hui par le peuple burkinabé. Comment se servir de cette transition pour refonder le Burkina Faso? Quelles pourraient être les clés de réussite de cette transition? Nous pensons qu'il s'agit d'une chance, même si nous ne sommes pas pour le coup d'État, a priori, par principe. Mais c'est un contexte très particulier, un contexte de guerre. La chance, ça serait d'avoir du discernement, le premier niveau. Du discernement, il ne s'agit pas de dire qu'on va faire quelque chose pour la réaliser. Il faut réunir les conditions du succès. La chance serait donc d'avoir les bonnes personnes, comme j'espère que les personnes qui sont dans la commission technique sont les bonnes personnes. Vous en doutez? Je n'en doute pas, pas du tout. J'espère que c'est les bonnes personnes et que c'est le résultat qui nous dira, parce qu'on peut être la bonne personne et puis aussi ça peut ne pas fonctionner. J'espère surtout que nous aurons la chance de faire fonctionner et que les propositions qui sortiront de là seront des propositions qui auront tenu compte de ce qui s'est passé lors de la première transition de 2015. Et que le deuxième niveau de chance, ce sera de pouvoir réorganiser l'armée, ce qui a commencé. Et de façon générale, les forces de défense et de sécurité. Nous avions, nous, adressé un courrier dans ce sens, une lettre ouverte, le 20 novembre au président Kaboré, avec pas mal de propositions. Nous avons adressé également un PSR avant même
la mise en place de la commission, des propositions. Et donc, nous pensons que il faut impliquer les populations dans la nouvelle stratégie de lutte. Il faut relire les accords de défense qui nous aliènent très souvent et faire en sorte de diversifier les partenariats. Mais le premier vrai partenaire, c'est le peuple. C'est le peuple. Et si les forces de défense et de sécurité sont redéployées en tenant compte du contexte qui est que nous avons affaire à un terreau très favorable pour la prolifération du terrorisme. Et ce terreau favorable, c'est que beaucoup de nos régions du pays ont été délaissées pendant beaucoup trop longtemps parce qu'il y a des gens qui détournent et qui ne font pas ce qu'ils devraient faire dans les régions. Donc, ça veut dire que le troisième élément, c'est d'être en mesure d'engager un autre front de guerre. Celui-là contre la corruption, la grande corruption qui est à tous les étages. Et c'est ça qui permettrait de moraliser et redonner confiance justement à nos populations, là où encore nous contrôlons la situation. Et ensuite aussi, une fois qu'on aurait repris certaines zones, de mettre là-bas dans l'administration des gens, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration publique, et dans tous les secteurs de l'administration, des gens intègres qui vont faire le travail, qui seront des patriotes, qui seront des combattants. Nous devons aujourd'hui tous être des combattants. Et être des combattants, chacun a son rôle à jouer. Donc, ça, c'est les trois éléments. Si on ne les prend pas en compte véritablement, eh bien, nous courons vers des risques. D'accord. On parle d'hommes capables, justement, pour aider à réussir cette transition. Mais l'impression, c'est que, et les premières informations aussi qu'on reçoit, c'est qu'il y a des hommes détectés comme capables, patriotes, intègres, mais qui refusent visiblement de mettre la main à la pâte. On a l'impression que les gens préfèrent dans le rôle de veille, de la critique, mais ne veulent pas être au pied du mur. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça se comprend, c'est lié à l'histoire même du pays. Comment voulez-vous, dans un contexte comme ça, où on met tout le monde dans le même sac? On a des grands voleurs qui circulent librement aujourd'hui, alors que chacun sait qu'il y a des dossiers contre eux. Donc, comment vous voulez quelqu'un qui est prudent? Comment vous voulez que... Enfin, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas prudents. Hein. Comment voulez-vous que les gens aillent... On ne savait pas jusqu'à présent qui était dans le MPSR. On a vu quelques visages là récemment. Et on ne connaissait pas la feuille de route au-delà des discours. Maintenant, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer dans la transition. Eh bien, nous avons besoin quand même de plus de vision. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de Burkinabés. Parce que dans ces pays, il y a encore trop de flou autour de... Non, le discours est clair. Le discours est clair. Mais il y a encore beaucoup de... On a besoin encore... beaucoup d'assurance. D'assurance, bien sûr. C'est difficile d'avoir des assurances fermes, mais on a besoin de quelques éclaircissements encore. Des gages. Oui, des gages. Des gages. Parce que nous restons persuadés qu'il ne suffit pas de faire des discours pour réussir. Le discours est important. Les dispositions à prendre, c'est aussi de rassurer les populations. J'insiste sur le front de guerre contre la corruption. C'est une véritable guerre. Il faut tout de suite montrer absolument. Patte blanche à ce niveau. Absolument. Absolument. Au moins engager quelque chose là-dessus. Et ça, c'est possible. Parce qu'il y a des dossiers, parce qu'il y a des structures étatiques. Et d'ailleurs, le procureur chargé de ces questions-là, de l'affaire du charbon fin, il a fait un communiqué là. Il a expliqué. Et moi, ça m'a fait mal au cœur qu'il ne dispose pas de moyens. Il y a 2 juges d'instruction et 3 substituts, je crois. Mais ça ne suffit pas du tout. Alors que c'est un vaste chantier, celui-là. Et c'est comme si on doit doter nos FDS justement des moyens, ce qui est indispensable, et les réorganiser, il faut faire la même chose aussi au niveau de la justice. Il faut donner les moyens à la justice d'agir. Bien sûr. Bien sûr. Et rassurer le peuple. Et aux structures de lutte contre la corruption. Mais bien sûr. Les moyens aussi d'aller très vite sur des dossiers. Et ces moyens-là aussi, c'est aussi les personnes qui sont devant, qui ne doivent pas être des personnes compromises. En tout cas, très important, parce que là, le défi aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est tous de pouvoir faire en sorte que cette transition serve de tremplin pour construire ce Burkina nouveau, pose les jalons. Et là, ça demande justement des ressources humaines
de qualité, des gens qui ont de la vision et qui nous permettent justement d'aller vers ce Burkina dont nous rêvons. C'est très important. Absolument, absolument. Nous avons des militaires qui ont pris des risques, qui sont venus à un moment où chacun savait qu'il fallait impérativement un changement, que ce changement était indispensable, inévitable. Nous avons invité le président Kaboré dans notre lettre ouverte du 20 novembre à changer radicalement de posture ou à démissionner. Eh bien, il a écouté personne, il a réprimé. Les militaires qui ont pris des risques et qui ont fait un coup d'État et qui annoncent qu'ils veulent une refondation, ils veulent la restauration et la refondation et qui sont prêts à travailler avec toutes les qualités, toutes les femmes et les hommes de qualité intègres de ce pays, eh bien, c'est une chance que le pays doit saisir. Là aussi, ça suppose que vous, politiques, partis politiques surtout, comprenez aussi cette vision et que vous mettez dans la dynamique parce que on sait aussi qu'au niveau des politiques, on est dans une vision trop électoraliste qu'on est en train de penser à l'après-transition, comment on se repositionne et tout de suite, l'intention serait de comment on se positionne par rapport à cette transition. C'est aussi des moments où on met les bâtons dans les roues, malheureusement. Absolument, oui, bien sûr, parce que nous avons malheureusement affaire à une classe politique totalement anachronique. Et des gens qui sont une vieille classe politique, complètement obsolète, dépassée et largement corrompue. Est-ce qu'il faut mettre tout ce monde à la retraite, tout simplement? Ah, mais bien entendu, bien entendu. Il faut vraiment leur demander des comptes et puis bon, leur demander d'arrêter d'hypothéquer l'avenir des générations à venir. Il faut, et comme ils ne vont jamais le faire d'eux-mêmes, parce que bon, ben, la place est bonne, hein, quand on voit comment ils se comportent, vraiment comme des parvenus. Donc, il est évident que aujourd'hui, l'heure est à l'introspection de leur côté, mais l'heure est à la prise de décision et à l'engagement des vrais patriotes. Parce que si on reste seulement sur les critiques des principes des coups d'État, attentifs si on regarde faire, bien sûr, eh bien, nous risquons d'être dans une situation où la lutte va être encore plus compliquée et plus difficile. Parce que nous sommes en situation de guerre. Ça fait toute la différence. Situation de guerre et où le pays nous échappe, où il y a un risque d'effondrement de l'État, de disparition de la nation, où déjà le tissu social est laminé, où il y a de la stigmatisation des communautés. Mais il n'y a pas plus grave danger que cela. La solution vient de nous-mêmes et de personnes d'autres. Et cette transition, c'est une chance. Et cette transition est une chance unique aujourd'hui, où nous sombrons, comme disait Simon Compaoré, ils ont créé la situation, ils disent qu'on va... bien sûr. Mais ils savaient que les risques étaient réels. Mais qu'ont-ils fait pour l'empêcher? Pourquoi on n'en arrive pas là? Et donc aujourd'hui, les patriotes ne doivent pas rester seulement comme des observateurs. Ils doivent faire en sorte que cette transition ne bascule pas dans le mauvais sens. Parce que ces militaires-là, ils sont arrivés au pouvoir. Par la force de la baïonnette, mais par la force de la situation aussi. C'est la situation qui les a poussés à ça, parce qu'ils sont au premier rang quand même de cette lutte contre le terrorisme. Regardez ce qui s'est passé à Inata. Il y a eu tellement de drames parmi les soldats. Tout n'a pas été raconté par la presse. Mais des drames aussi chez les civils, chez les VDP, chez tout le monde en fait. Et ces drames-là, nous les vivons en nous, dans notre chair, quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, à moins d'être dans la patrie. Et cet assainissement, en fait, c'est aussi au sein de l'armée, vous l'avez dit. Mais bien sûr. Okay. D'accord. Bien sûr. Alors, sur le terrain, les attaques en tout cas, l'invasion territoriale, malheureusement, ça se poursuit. Hein? Et la junte n'a plus d'excuses. Hein? Ils ont désormais les manettes politiques, mais aussi militaires. C'est-à-dire, il n'y a plus d'excuses parce que le politique ne nous a pas donné les moyens, etc. Ou parce que le politique n'a pas décidé. Oui. Ils ont tout en main. Bien sûr. Absolument. Et pourquoi aujourd'hui... prendre cet exemple. Pourquoi aujourd'hui au Mali la situation est différente? Parce qu'à mon sens, il y a eu quand même une collusion entre le peuple insurgé du M5 RFP et les militaires, à travers les représentants du M5 RFP. Ce qui permet de jouer des rôles, chacun dans son rôle, mais pour la même cause. Ici, les militaires ne peuvent pas être à la fois au four de la lutte
sur le terrain. Et faire de la politique. Et faire de la politique en même temps. Ou alors au four de la politique et au charbon du front. Mais ils ont de toutes les manettes aujourd'hui. Ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont même pas, on ne peut même pas leur accorder un état de grâce. Parce que nous sommes en guerre. Et c'est pour cette raison, eux qui sont au premier plan de ce front de lutte-là, ont vu ce qui se passe. Ont compris que pour qu'ils puissent accomplir la mission qui leur a été confiée, il fallait qu'ils changent. Que la gouvernance du pays change. Changer de paradigme. Changer de paradigme. Donc ils ont tout en main pour changer ce paradigme-là. Mais ils ne peuvent pas à la fois disperser les forces en mettant certains d'entre eux dans la politique, beaucoup d'entre eux dans la politique, et puis quelques-uns au front, comme si les civils n'existaient pas. Le militaire doit rester dans son rôle, justement, sur le terrain, mais effectivement, il faut que les civils les accompagnent. Mais bien sûr. Du côté politique, parce que derrière aussi, c'est un enjeu de souveraineté. Vous parlez tout à l'heure du Mali. Barkhane et Takuba s'en vont. Le Mali a fait le bon choix, à votre avis, se séparer de la France? Absolument, oui. Je pense que s'ils ont fait ça, eh bien, le peuple malien et ses représentants ont certainement fait le bon choix. Moi, je soutiens tous les peuples africains parce que nous sommes un parti panafricaniste. Donc nous considérons que le découpage colonial qui a été fait au Congrès de Berlin est tout à fait inique, criminel. Et que c'est ça qui donne tous ces problèmes que nous avons. Des micro-États que nous avons hérités, dont nous avons hérité, ne peuvent pas prospérer chacun dans son coin. Donc nous devons, au contraire, soutenir toutes les luttes. Les luttes du peuple burkinabé concernent les Maliens et tous les peuples africains, comme les luttes du peuple malien nous concernent également. Et voilà pourquoi, si le peuple malien a fait ce choix, et que depuis 9 ans, toute l'armada qui était présente là-bas n'a pas réussi à éradiquer les phénomènes terroristes, eh bien, ce que je disais tantôt pour ce qui nous concerne, c'est au peuple de décider de leur sort, y compris pour la guerre. Pour en revenir justement au PSR, je voudrais dire justement que, comme disait Thomas Sankara, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance et qu'un civil est un militaire en permission, n'est-ce pas, un soldat en permission. Donc, nous sommes solidairement responsables de ce qui va arriver désormais, de cette guerre, de l'issue de cette guerre, et qui n'est pas seulement militaire. Parce que la plupart de ceux qui nous combattent aujourd'hui sont parfois nos enfants. Et donc, nous n'avons pas vocation à éliminer, à assassiner nos enfants. Par contre, nous devons arrêter cette guerre. Nous devons trouver les commanditaires. Nous devons isoler les commanditaires, ceux qui les financent, ceux qui les forment, ceux qui les arment. Et ça, c'est important. Le combat, il est à ce niveau également. Ouais. Et le combat, une fois que nous aurons repris certaines zones, ceux qui seront faits prisonniers, pour ce qui concerne nos enfants, nous devons faire en sorte d'entreprendre un vrai processus de déradicalisation, donc désarmement, démobilisation, désarmement, réinsertion. Ça, c'est important. Et donc, nous devons penser parallèlement à tout ça. Ça demande une mobilisation de toutes les intelligences, absolument, aussi bien oui. militaires que civiles. Absolument. Les intellectuels doivent pouvoir jouer leur rôle dans ce sens également. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est que les gens jettent la pierre sur les militaires. Je voudrais dire qu'il y a des militaires, dans des situations particulières de beaucoup de nations, sont intervenus au premier plan et ont redressé la situation. Et chez nous, nous avons la possibilité de redresser la situation si nous sommes suffisamment intelligents pour travailler en bonne entente avec les vrais patriotes, mais j'insiste sur le fait que nous devons régler les problèmes. Un enfant qui fait une erreur, si ses parents, son père et sa mère ne le corrigent pas, ne rectifient pas, corriger, je ne dis pas qu'il faut le battre, le corriger, expliquer, le sanctionner au besoin, il va répéter les mêmes erreurs, il va devenir un voyou demain, qui peut se faire assassiner. Quand il s'agit de l'avenir, de la vie d'une nation, on doit sévir de manière très claire, appliquer les règles qu'eux-mêmes ont mises en place. Et tout ce travail titanesque, ça demande du temps. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il faut donner le temps justement à la transition de faire ce travail, ou alors il faut aller très vite vers un retour à l'ordre constitutionnel normal, comme on dit? Si c'est pour retomber dans ce qu'on a connu là, non merci. Honnêtement. Non merci. Il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps de bien faire les choses. Par contre, se donner le temps, c'est aussi prendre le risque que certains prennent goût et qui ne veulent pas partir. Je ne parle pas seulement des militaires, des civils. Et on pourrait faire 10 ans dans cette affaire-là.
sans que ça ne change. Tout est dans le contenu du travail que nous allons mener. C'est-à-dire que si nous prenons à bras le corps et de manière intelligente, pragmatique, ce qui doit être fait en priorité, et avec des résultats d'étape, nous pourrons arriver au bout de quelques temps, 2-3 ans, nous c'est notre proposition, à une situation où nous aurions récupéré une large partie du territoire, peut-être même la totalité, et où nous aurions pu permettre aux populations d'être sécurisées là où elles sont retournées, et où nous aurions pu aussi commencer à récupérer des fonds avec ceux qui ont volé l'argent du pays et qui ont assuré, comment dirais-je, une vie faste pour des générations entières de leur famille et non pas du peuple, que leur demander de ramener. Nous aurons pu commencer un travail de ce côté-là, ce qui permettrait de réunir les conditions pour sortir de ça sans retomber dans ce que nous avons connu ou pas. C'est important. Pour imposer une directive exactement, au président qui va venir. Et ceux qui viendront seront obligés de rester dans un cadre où le peuple en conscience aura intégré le fait qu'on ne peut pas laisser passer certaines choses et qu'on ne doit pas voter parce qu'on vous a donné un billet de 2000 francs ou un bol de riz. Merci, voilà. Monsieur le Président de l'APP Burkindi, Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi, Adama Coulibaly. Nous sommes malheureusement en fin d'émission, ça va très vite. Oui, ça va vite, en effet. Et moi, je voudrais dire, je voudrais vous remercier, mais dire que ceux-là, j'ai parlé d'introspection, c'est très important. Ceux qui ont volé et qui nous ont entraînés dans cette situation, il ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait exprès. Ils sont présentés devant le peuple, librement. Ils ont dit qu'ils étaient capables de nous sortir, de nous faire progresser. Ils ont fait des plans, des programmes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation chaotique. Il y en a parmi eux qui ont amassé des fortunes sur le dos de ce peuple. Je pense qu'il faut une guerre contre ces gens, mais vous pouvez nous éviter cette guerre. Il faut ramener au peuple ce que vous avez pris de manière indue. Nous en avons besoin pour la guerre dans laquelle nous sommes plongés. Faites-le, vous allez récupérer une bonne partie de votre dignité. Merci. Adama Coulibaly, président de l'APP Burkindi, Alternative Patriotique Panafricaine. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup. Madame, monsieur, ce sera tout pour ce numéro. À très bientôt avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.